Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Alors ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis le début, c'est déjà d'être dans le ciel en fait. Rien que d'être dans le ciel, quand je décolle et que je me dis ok d'accord ça y est, je suis dans le ciel, on n'est pas à la base censé y être en fait. La plus grande surprise ça a été que en fait je suis pas toute seule. On est des centaines à vivre ça chaque année. Quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent par exemple dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie et je suis arrivée, on était beaucoup à arriver à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école. Pour certains, ça faisait déjà 2-3 fois. Donc ça a été ma plus grande surprise en fait, pour le retour à la réalité de ok je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça, et ça a permis justement de faciliter les choses, à me dire que c'est un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite ça a été de se rendre compte qu'on peut se sentir chez soi, hors de chez soi, ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi. Ça c'était une grande surprise et à 12 ans ça fait repenser beaucoup de choses. En mars 1921, Ross Smith écrivait dans le très célèbre magazine National Geographic « Les pilotes comptent leur vie au nombre d'heures passées dans les airs, comme si les autres ne comptaient pas ». Depuis son plus jeune âge, la petite Lydie rêve de voler dans les airs. Et pour elle, cette chose si extraordinaire pour tant de personnes fait déjà partie du champ des possibles. Depuis, Lydie a réalisé son rêve de petite fille. Elle est aujourd'hui pilote de ligne chez Air France. Si le métier de son papa, lui aussi pilote de carrière, a certainement influencé d'une manière ou d'une autre sa vie actuelle, c'est en fait son expatriation, en Afrique, puis en Inde et en Espagne, qui a convaincu mon invité de passer sa vie dans les airs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de voyage, au travers de l'expatriation, mais aussi du métier de Lydie, ainsi que de son engagement auprès des communautés dans lesquelles elle évolue. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Au café du coin, si je devais rencontrer quelqu'un et me présenter, je commencerais par dire que je m'appelle Lydie, que j'ai 30 ans, que j'habite en région parisienne. J'aime apprendre des nouvelles langues, j'aime beaucoup voyager. Et du coup, la conversation glisserait sûrement sur ce que je fais dans la vie et je dirais que je suis pilote de ligne et que je suis basée en région parisienne. Qu'est-ce que la petite Lydie voulait faire quand elle était petite ? De ce que je me rappelle, je voulais être pilote. Je sais qu'en tant que petite fille, j'ai dû passer par beaucoup de stades, mais je m'en rappelle pas beaucoup. J'ai beaucoup été intéressée quand j'étais jeune, et même maintenant, par tout ce qui est neurologie, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre cerveau et autres. Mais pour le métier, je me rappelle ce que j'ai toujours voulu être pilote. Est-ce que vous savez pourquoi en fait le métier de pilote vous intéressait ? J'allais dire on va en parler parce que je pense forcément, on pense pilote de ligne, on pense au voyage, et vous avez beaucoup voyagé étant enfant, enfin surtout adolescente, c'est ça ? C'est ça, surtout adolescente, mais aussi plus jeune parce que c'est pas vraiment tombé du ciel, enfin si en fait, si, on peut dire que c'est tombé du ciel parce que mon père était pilote justement, et donc du coup j'ai grandi dedans, j'ai voyagé très tôt grâce à ses vols à lui et ses rotations sur lesquelles il nous emmenait, et ça a été pour moi naturel et évident que je voulais être aussi comme lui tout le temps dans les airs, à gauche, à droite, et découvrir beaucoup d'endroits et beaucoup de personnes aussi. Nous allons nous tourner vers les voyages que Lydie fait au quotidien pour vous mener là où vous devez aller, mais aussi des voyages d'expatriation qui ont marqué son adolescence. Mais le tout premier, c'était quoi ? C'était où ? Et avec qui ? Tout premier, je vous avoue que je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens, j'ai des souvenirs par rapport aux photos, mais je
les vrais souvenirs que j'ai en étant très 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 jeune, c'était lorsqu'on l'accompagnait à Sydney. Vous savez, à l'époque, il y avait moins de rotation, moins d'aller-retour et moins de fréquences. Et donc, du coup, il pouvait passer jusqu'à 3 semaines hors de sa base. Et donc, il nous amenait avec lui. Et moi, j'ai des souvenirs justement de ce qu'on faisait à Sydney avec lui. Alors, je suis partie à l'étranger quand j'avais 12 ans. Donc, du coup, découvrir le monde bien avant, ça a été surtout avec justement mes parents. Maintenant, on commence aussi à découvrir le monde en commençant à découvrir par chez soi. Et c'est vrai qu'on a la chance en France de pouvoir faire des classes vertes, comme on appelle. En tout cas, comme on appelait à l'époque quand j'étais encore en primaire, où on part une semaine avec l'école dans une autre ville. Ne serait-ce que ça, c'est déjà commencer à sortir de sa ville, c'est déjà commencer à découvrir le monde. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. Maintenant, j'ai pas pu vraiment faire de grands voyages avant de partir vivre à l'étranger. Et justement, les 12 ans de Lydie marquent le tournant de sa vie, puisque c'est à cet âge-là que débute sa toute première expatriation, direction l'île de Madagascar. Elle se souvient d'ailleurs du jour où elle a appris qu'elle allait quitter la France comme si c'était hier. Ça a été un coup de la vie qui a fait qu'il y a eu une opportunité de travail en particulier pour mon père et c'est comme ça on a dû partir là-bas. Alors l'annonce en elle-même, je m'en rappelle exactement, je sais où c'était, dans quelle pièce de la maison. Je revois déjà mes parents assis devant nous pour nous l'annoncer et oui, je m'en rappelle parce que c'est quelque chose vraiment de très marquant et c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Donc je m'en rappelle, je nous revois assises, mes sœurs et moi, face à mes parents qui nous l'ont annoncé. C'était la catastrophe. Ça a été la catastrophe parce que mon monde s'effondrait. J'avais 12 ans, je venais d'entrer au collège, on a ses amis, on a sa petite bande de copines. Ça a été un choc et ça a été un petit peu difficile, voire très très difficile. Mais ils nous l'ont annoncé très peu de temps après eux-mêmes l'avoir su. Donc on a eu le temps de se préparer mentalement, même si ça a commencé par pleurer tous les soirs pendant plusieurs jours, voire semaines peut-être. Voilà, donc non, ils nous l'ont annoncé très posément, très calmement, sans nous dire seulement qu'on va déménager, mais en argumentant, en disant pourquoi et en nous disant qu'on va découvrir d'autres choses. Donc même si c'est difficile à recevoir sur le coup, ça nous a permis déjà d'avoir le temps de se préparer et de savoir pourquoi on part. Et comment est-ce que vous êtes préparés justement ? Juste en profitant du coup du temps qui nous restait avec nos amis, la famille, les habitudes qu'on avait, les activités qu'on faisait. Le fait de savoir qu'il nous reste un petit peu de temps plutôt que d'être mis sur le fait accompli a beaucoup changé les choses. Maintenant, à 12 ans, on fait pas une grosse préparation mentale comme si on partait au JO, mais c'est toujours important et c'est juste comme ça qu'on s'est préparé, en sachant que ça arrivait en fait. Je crois me rappeler que c'était au départ pour quelques années, ou bien on part et on va voir, peut-être le contrat était de temps, je me rappelle pas, j'ai pas exactement tous ces détails en tête, mais à vrai dire, j'avais aucune idée de combien de temps on allait partir et combien de temps en fait cette expatriation au sens large allait durer. Ce qui m'inquiétait, c'était de partir tout court. Pas ce qui m'attendait, mais plutôt ce que je laissais. Parce qu'on a peur de quitter ce qu'on a et ce qu'on connaît déjà. Après avoir appris le départ de sa famille à venir, une nouvelle un peu difficile à accepter, Lydie et ses sœurs sont prêtes. Et c'est donc pour les 12 ans de Lydie qu'elle s'envole avec sa famille direction sa nouvelle vie. Elle nous raconte ses tout premiers moments là-bas. Il n'y avait pas du tout de réticence, c'est-à-dire que je suis pas partie en jeune de 12 ans qui vraiment est forcée par ses parents de partir et qui veut juste être ailleurs. Pas du tout, je me rappelle juste que ok, j'ai eu le temps d'être préparée, j'ai eu le temps de dire au revoir, de faire des souvenirs. Je pense qu'on a fait des sorties bien plus qu'on en aurait faites ou qu'on aurait pu en faire à l'époque. Juste parce que justement on préparait la transition et on voulait que le départ se fasse. Et je pense que mes parents aussi voulaient que le départ se fasse pour nous en douceur et l'arrivée aussi. Et de ce que je peux me rappeler, c'est que tout avait l'air tellement nouveau, mais en même temps, une nouveauté très naturelle. C'est-à-dire que là-bas, tout le monde nous a bien accueillis et puis on a vite commencé l'école. La plus grande surprise, ça a été que, en fait, je suis pas toute seule.
On est des centaines à vivre ça chaque année. Quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent, par exemple, dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment, l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie. Et je suis arrivée, on était beaucoup à arriver à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école. Pour certains, ça faisait déjà 2-3 fois. Donc ça a été ma plus grande surprise en fait, pour le retour à la réalité de ok, je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça. Et ça a permis justement de faciliter les choses, à me dire que c'est un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite, ça a été de se rendre compte qu'on peut se sentir chez soi, hors de chez soi, ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi. Ça, c'était une grande surprise et à 12 ans, ça fait repenser beaucoup de choses. Mais à 12 ans, ça demande quand même vachement de maturité pour arriver à cette conclusion. Ça vous a fait grandir vite ? On n'y pense pas dans le sens réflexion sur la vie, que je me pose et que je réfléchis à ma vie. En fait, ça s'impose à soi. Je dis pas que dès la rentrée, je me suis sentie comme chez moi, mais je veux dire que naturellement, avec les amitiés, avec les connaissances, avec les choses qu'on vit et les nouveaux souvenirs qu'on se fait, on se rend compte que ce qu'on a quitté et surtout ce pourquoi on avait peur de partir va contribuer à de bonnes choses dans notre vie. Même si on se le formule pas comme ça à 12 ans, évidemment. Une des grandes réalisations que Lydie a eues lorsqu'elle était jeune expatriée adolescente, en fait, c'est qu'elle n'était pas la seule à vivre tout ça, tous ces chamboulements. Comme on dit en anglais parfois, misery loves company. Le fait que ça aille pas vraiment, c'est quand même plus facile à vivre quand on n'est pas le seul en fait. Et donc en fait, c'est auprès des autres que Lydie a trouvé un soutien hyper précieux, qu'elle ne soupçonnait pas. C'est très rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à vivre un déménagement, à ne pas avoir toutes ses meilleures copines avec nous, à devoir être dans des nouveaux environnements, même ne serait-ce qu'une nouvelle maison. On a sa chambre, moi j'avais ma chambre depuis toujours, c'est notre safe space comme on dit. Et savoir qu'on n'est pas seul et que d'autres l'ont déjà vécu, c'est vrai que je suis sûre que j'ai dû poser quelques questions, mais pas trop, on est aussi très jeunes et ces choses-là se font assez naturellement justement quand on a les parents autour. On parle beaucoup de l'expatriation et des enfants qui partent vivre à l'étranger, qui sont incroyables parce qu'ils s'adaptent très rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été le cas pour vous ? Oui, ça a été le cas. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour mes sœurs, mais justement, comme je vous disais, parce que c'est naturel en fait, et qu'en étant enfant ou jeune adolescent, on n'a pas le temps de réfléchir à toutes ces choses-là. On suit le cours de la vie et on s'adapte naturellement. On est jeune, ça fait que... Et même plus tard, quand on veut s'intégrer, on s'intègre et on est beaucoup nouveaux, surtout dans les lycées français. Il y a beaucoup de nouveaux, français ou non d'ailleurs. Et je pense que ça vient naturellement. On n'a pas à se dire « je vais m'adapter forcément ». Ça vient naturellement, je pense. Et voilà Lydie et sa famille installées dans le lieu de leur toute première expatriation. Alors la vie à Madagascar, c'est comment ? Très paisible, très paisible. Le peuple malgache est très déjà chaleureux entre eux, avec les autres, très accueillant, très bon vivant malgré les difficultés qu'ils peuvent connaître. Et donc du coup ça a rendu notre vie très paisible. En tant qu'enfant forcément on voit pas les choses de la même manière, mais vous savez déjà être dans la nature. Moi qui venais de région parisienne, évidemment il y a des parcs, il y a des espaces verts évidemment, mais là on était entouré de collines, de nature un peu moins déconstruite par l'homme si je puis dire, et ça a été très paisible, et avec la nature et avec l'environnement et avec les hommes avec un grand H. Je me rappelle vraiment de cette impression de calme et de paix. Le temps passe et on se projette, on est bien, on a des amis, on a des habitudes. Je me projetais, je me disais pas à 12, 13, 14, 15 ans que je veux aller voir autre chose ou bien que je veux rentrer en France, pas vraiment. Au bout d'un moment, on établit sa vie là-bas et je m'y voyais bien. Pas forcément rester à vie, mais si ça devait durer encore quelques années, ça aurait été avec grand plaisir. Alors, venir de loin, on sait qu'il y a des changements qui se profilent. Voilà, les parents ont toujours été très ouverts avec nous, donc on sait qu'il se pourrait que des changements arrivent. Et ces changements arrivent.
On nous annonce que la famille va être amenée, si on le veut bien, parce que c'est jamais des choix imposés. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ces discussions. Jamais, je pense, on aurait été dans un endroit où nos parents nous auraient senti trop mal à l'aise. On serait peut-être partis, mais si vraiment ça ne s'était pas bien passé, je pense qu'il y aurait des solutions qui auraient été trouvées. On nous aurait jamais forcé à rester là-bas. Mais donc du coup, on nous annonce qu'il y a une nouvelle opportunité en Inde. Donc là, c'est reparti pour l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire très heureuse de bouger, mais en même temps très très triste, voire peut-être même plus triste que ce que j'avais été lorsque j'ai quitté la France. Ah ouais, comment ça se fait ? Ça se fait que la première fois, j'ai toujours connu ce que j'avais connu. Je dois déménager, c'est très difficile, on en a parlé tout à l'heure. Et là, j'avais pensé que ça allait être difficile et au final, c'est super, ça se passe très bien. Donc, un nouveau départ, et si cette fois-ci ça se passait pas bien, bon ça c'est des pensées qu'on a quand on est jeune. Et si cette fois-ci ça se passe pas bien, et si je perds de vue mes amis que je me suis fait ici, c'était en plus pour moi une période assez charnière parce que c'était la préparation du bac. Voilà, mais en même temps excitée d'aller découvrir autre chose, et je savais que si ça s'était bien passé la première fois, ça pouvait se passer aussi bien, voire peut-être mieux une deuxième fois. Bon, allez, j'avoue, je me projette un peu quelques secondes, mais c'est une des choses en fait qui a fait que je suis tombée amoureuse de ma vie lorsque je suis partie vivre à l'étranger la toute première fois. Ce sont les liens complètement improbables, mais hyper solides, que j'ai tissés avec des locaux, des gens des quatre coins du monde, et même avec des Français que, a priori, rien ne destinait à croiser mon chemin. L'adolescence exacerbe souvent les émotions et les amitiés prennent une place prépondérante. Alors, premièrement, en effet, on n'aurait peut-être jamais parlé à ces personnes-là parce que tout simplement, on se serait sûrement jamais rencontrés. Si ni l'une ni l'autre des personnes ne s'étaient retrouvées à ce moment-là quand on s'est rencontrés, ailleurs, on se serait peut-être, nos chemins, ne se seraient peut-être jamais croisés. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis aussi d'accord avec le fait que les amitiés, en tout cas celles qui durent, parce que forcément, on grandit, on s'éloigne, il y a peut-être des gens avec qui on a pu être très amis, avec qui on ne l'est plus parce qu'on a perdu contact, mais les amitiés vraiment fortes et solides, c'est sûr qu'elles sont bien plus intenses que des gens qu'on peut voir peut-être tous les jours et qu'on considère comme amis. Et c'est vrai que là, les gens que je considère comme mes meilleurs amis, la plupart, je les ai rencontrés en expatriation. Et donc, vous avez réussi à les garder 15 ans plus tard, ces amitiés très fortes ? Oui, j'ai réussi à les garder. On parlait tout à l'heure de mon métier. Il me permet de les retrouver lorsque je voyage. Et c'est super. Mais même sans ça, la technologie est telle qu'on peut rester en contact. Et nous, beaucoup d'entre nous, et j'imagine de vos amis aussi, ont fait d'autres expatriations, sont allés ailleurs. Et quand une amitié est solide, elle résiste à toutes ces distances-là. नमस्कार, आपसे निवेदन है कि डिस्प्ले बोर्ड पर फ्लाइट नंबर की जांच करके सुनिश्चित कर लें कि आप सही कोच में हैं। कृपया कोच की गति बने रहने तक। Lydie et sa famille s'envolent donc vers l'Inde, dans la ville de Pondichéry, sans trop connaître le pays, mais rassurée par certains de ses amis qui y avaient vécu auparavant. C'est évidemment la ville qui est connue comme la ville des annales. Où les élèves du lycée français en effet passent leur bac avant tout le monde, parce que c'est le seul, si je pense bien qu'à l'époque, en tout cas, c'était le seul lycée français dont le calendrier scolaire est collé à celui des écoles indiennes, en tout cas des écoles locales. Et donc du coup, l'année scolaire allait de juillet à avril ou mai selon les niveaux, et donc du coup forcément il y avait les annales disponibles au plus tard début juin. Et c'est un ancien comptoir français, Pondichéry. En fait, Pondichéry, ça a été la capitale de l'Inde française, qui à l'époque regroupait les possessions coloniales françaises de 1668 à 1954. Les comptoirs français, c'était en fait des installations côtières, donc le long de la côte coloniale, à vocation commerciale. Et l'article que j'ai trouvé insiste sur ce point, au sens où ça diffère de la vocation coloniale de peuplement d'une région. Pondichéry se trouve au sud de l'Inde, dans un des états du sud qui s'appelle le Tamil Nadu. Et donc du coup, il y a une forte communauté française. Il y a aussi des personnes donc indiennes dont les familles ont toujours été basées là-bas, mais qui ont dû choisir entre la nationalité française et la nationalité indienne.
parce qu'il n'y a pas cette possibilité de double nationalité là-bas. Donc il y a des Français, par exemple, qui sont venus de France ou d'ailleurs, qui sont installés là-bas. Et il y a aussi des Indiens qui n'ont pas cette nationalité, mais qui sont français par choix de leur famille, de leurs ancêtres. Et il y a aussi une forte communauté internationale. C'est un endroit où le spirituel est très 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 développé et beaucoup de gens viennent chercher cette atmosphère-là et être dans certaines institutions qui prônent ceci. Beaucoup de gens décrivent cette ville comme vraiment le type de ville qu'on avait à l'époque coloniale. Il y a des grands bâtiments très blancs. Le paysage en lui-même est très vert et beaucoup de bâtiments sont blancs. Donc ça contribue aussi à ce sentiment de paix, de calme, d'apaisement que certaines personnes viennent chercher. On sent beaucoup les fleurs. Vous savez, les fleurs sont des symboles très très importants en Inde. On en vend dans presque toutes les rues, en particulier pour les femmes qui les mettent dans les cheveux, surtout pour la beauté, pour la force que peuvent apporter les fleurs aussi dans leurs croyances. On sent beaucoup les fleurs, on sent beaucoup les épices. C'est un endroit où on vit beaucoup dehors. Quand je dis beaucoup, vivre, c'est-à-dire la vie se fait dehors, il y a beaucoup de commerce, les gens sont beaucoup dehors. Donc on sent beaucoup les fleurs, on sent beaucoup les épices et on sent la vie. Parce que, comme vous savez, c'est un pays très très peuplé, la densité est grande et il y a beaucoup de mouvements. À côté de ça, il y a pas mal forcément de pollution qui va avec. Je vais pas vous cacher que on sent la présence des différents véhicules qui y contribuent. Il y a beaucoup de bruit aussi. Mais tout ça, c'est une ambiance, donc ça contraste avec la paix, le calme qu'on peut avoir. Mais ça va ensemble et chacun s'y trouve. Maintenant, ce qu'on ressent, c'est très personnel, c'est très différent. Moi, personnellement, j'aimais bien cette effervescence-là. Il y a du monde partout, il peut y avoir du bruit. Et d'un autre côté, à Pondichéry, au bord de l'eau, on peut avoir ce calme. Pour les gens qui aiment la mer, se poser, on peut ressentir ce qu'on cherche à ressentir. Il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est ça. Et à tout moment. Est-ce que vous vous souvenez de votre première semaine là-bas, je sais pas, votre premier mois qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en fait, en arrivant? Est-ce que vous avez été, je sais pas, surprise, conquise, intriguée? Alors j'ai été surprise, je me rappelle très très bien. Le premier mois quand on est arrivé, alors on venait juste de finir forcément l'année scolaire à Madagascar en juin et on arrivait pour la rentrée scolaire en juillet. Donc pas de vacances. Donc pas de vacances, ça a été vraiment la course, on va dire. Et on n'avait pas eu le temps de trouver un logement, de louer, il faut être sur place pour ça. Et on a trouvé des gens qui faisaient du logement chez l'habitant. Donc on s'est retrouvés chez l'habitant et ça a été super parce qu'on a été vraiment en immersion. Directement. On a vécu chez des locaux et forcément avec des locaux parce que c'est ça qui est beau dans vivre chez l'habitant, c'est vivre chez mais surtout avec les locaux qui nous ont tout de suite pris sous leurs ailes, qui nous ont montré, qui nous ont indiqué les choses. Donc je me rappelle très très bien de ma première semaine et du premier mois parce qu'on a passé au moins 2 mois là-bas. Quelque chose qui m'a surprise quand je suis arrivée là-bas et qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est les couleurs. Il y a des couleurs partout et j'adore ça et je trouve ça tellement j'allais dire égayant, c'est peut-être bateau mais ça change une perspective qu'on peut avoir parce que j'étais assez triste d'être partie de Madagascar, je vais pas mentir, et ces couleurs là ça m'égayait tout le temps la journée et j'ai oublié de dire, j'aurais peut-être dû le dire mais en effet à Pondichéry beaucoup de bâtiments sont blancs mais les maisons sont colorées de couleurs différentes. Voilà, on peut avoir une maison jaune à côté d'une maison bleue, à côté d'une maison verte. Et il y a des collames, je ne sais pas si vous connaissez les collames, les dessins qu'on fait à la craie blanche. Souvent, ils sont refaits chaque jour devant les maisons. Ça représente quoi? C'est pourquoi? Certains symboles correspondant aux croyances des différents habitants de la maison. Ils sont tellement ouverts à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de dieux dans les religions indiennes et selon les croyances de certaines formes peuvent être dessinées devant les maisons ou non d'ailleurs pour vénérer telle ou telle divinité. On y met des fleurs de couleurs différentes, on
On utilise des craies aussi de couleurs différentes. Les tailles peuvent être plus ou moins grandes. Après, pour certaines personnes, par exemple, comme les expats, c'est plutôt artistique, sans forcément quelque chose derrière. C'est l'anniversaire de mes 16 ans quand j'arrive là-bas. Donc je fais première terminale et je passe mon bac à Pondichéry. Et je rentre en France. Donc finalement j'ai fait 2 ans à Pondy et 3 ans à Madagascar. Donc un petit peu moins en Inde. Et je rentre en France. Rentrer en Europe, ça a été parce que j'avais déjà établi ce que je voulais faire dans la vie et comment y accéder. Et en fait, c'était des classes qui se faisaient en France. En Inde, il y a des très très bonnes universités, des très bonnes écoles avec des étudiants qui viennent de partout. En particulier des États-Unis pour les universités où on étudie les nouvelles technologies et autres. Mais en devenant pilote, il fallait que je fasse... Dans mon entendement, le parcours que je voulais suivre, c'était suivre une formation en classe préparatoire. Et ça, c'est franco-français. Donc du coup, c'est pour ça que je suis rentrée en France et que j'ai fait 2 ans à Paris. À la suite de ça, j'ai passé un concours d'entrée en école de pilotage que j'avais choisi en Espagne. Alors là aussi, c'est un peu international. J'ai passé le concours en Espagne pour une école anglaise basée là-bas. Internationalisation jusqu'au bout, et jusqu'au bout dans le sens où donc école anglaise basée en Espagne, dépendant des règles de l'autorité aéronautique anglaise, mais avec des élèves et des professeurs venant du monde entier. Donc ça a été une vraie expatriation aussi, dans le sens où les élèves pilotes et contrôleurs étaient aussi de toute nationalité confondue. Mais ça a fait que j'ai pas été dépaysée du coup. Et cette fois-ci, c'est une expatriation seule, la toute première, alors que Lydie devient adulte, et un tout premier poste de pilote qui continue de la faire voyager puisque celui-ci est basé en Côte d'Ivoire. Alors à l'époque, l'industrie aéronautique n'était pas vraiment en grand besoin de pilotes. Et il n'y avait pas beaucoup de recrutement. Et il se trouve que je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, mais le pays et le gouvernement de l'époque avaient l'ambition de rendre plus grande sa compagnie nationale et recruter des pilotes. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné ma chance et je suis allée en Côte d'Ivoire pour travailler là-bas pour la compagnie nationale. J'ai adoré. Je suis désolée, je suis pas dans l'originalité, mais j'ai adoré. J'avais aucune peur de partir à l'étranger. Au contraire, j'avais vraiment j'étais vraiment contente de pouvoir aller ailleurs. C'est vrai que si j'avais eu l'opportunité et la possibilité de rester en France et d'intégrer Air France, plutôt je l'aurais fait, ça c'est sûr. Mais Air France ne recrutait pas. C'était l'objectif dès le début, mais il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Et donc je suis allée en Côte d'Ivoire et j'étais très contente d'y aller, de découvrir un autre pays, et en particulier sur le continent africain, où je n'avais jamais habité. Y aller en vacances 2 semaines, être avec ses cousins, sa famille pendant les vacances d'été, c'est très différent d'y habiter et de voir les réalités de la vie. Donc j'y suis allée, très enjouée, très contente et surtout contente de pouvoir commencer le métier dont je rêvais depuis toujours. Et ça s'est très bien passé. Et ils sont aussi un peuple très très joyeux, très ouvert. Et le pays en lui-même est un pays où tout le monde peut se retrouver en fait. Qu'on aime, j'allais dire la belle vie ou la bonne vie, sortir, manger, faire la fête. Qu'on aime aussi la culture. Il y a toujours des nouvelles choses à voir. À l'Institut français, comme dans d'autres pays d'ailleurs, il y a aussi une forte activité avec des activités très très intéressantes. Je pense à des peintres, je pense à des personnes qui travaillent différents matériaux. Il y a vraiment vraiment de tout en Côte d'Ivoire. Et au niveau professionnel aussi, ça a été très 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 formateur dans tous les domaines. Donc j'en garde un très très bon souvenir. Humainement déjà, ça a été ma première expatriation solo, mais
En Espagne, c'est vrai qu'on était dans un campus, on était beaucoup à être seuls, loin de notre famille et autres. On vivait tous ensemble, on va dire. Et là, ça a été vraiment ma première expatriation seule, où je connaissais vraiment personne. Et même les gens que j'ai connus au travail sont des gens que je ne connaissais pas avant. Donc en ça, tout organiser soi-même, tout faire soi-même, au niveau logistique, voilà, jeune adulte qui s'installe dans la vie, ça forge un petit peu. On peut avoir des déconvenus que je n'aurais pas là maintenant si je devais déménager à 30 ans. Au niveau humain aussi, découvrir un autre peuple. Parce que après avoir fait Madagascar, après avoir fait l'Inde, j'arrive en Côte d'Ivoire et voilà, c'est une façon de vivre tout à fait différente. Des caractères, quand je dis des caractères, c'est les caractères de peuple, c'est-à-dire l'ambiance générale et les traits qui se retrouvent dans beaucoup de personnes qui viennent de ce pays sont différents que ceux que j'ai pu retrouver à Madagascar ou en France ou ailleurs. Et donc en ça, voilà, ça permet aussi de construire et d'asseoir ses capacités d'adaptation, de tolérance, d'ouverture à l'autre et aux autres. Et pour finir avec le domaine professionnel, déjà entrer dans la vie professionnelle, beaucoup de préjugés ou d'idées qui tombent. Retour à la Genre quoi vraie... Non, entrer dans la réalité, c'est vrai que après en avoir discuté avec des amis qui eux aussi étaient dans cette phase-là, on a ces idées peut-être, j'allais dire utopiques, mais que tout est beau, tout est rose et que ça va se passer comme n'importe quelle découverte d'un autre monde. Dans le sens, arriver dans un autre monde, là c'était le monde professionnel en l'occurrence, et on peut avoir certaines déconvenues qu'on ne pensait pas avoir, mais c'est ce qui nous forge en tant que personne, en tant que professionnel aussi. Et voilà, formateur dans le travail en équipe et en équipage, formateur pour moi au niveau professionnel parce que le climat et la météo est tel que on peut rencontrer certaines météos pas très favorables au vol. Qu'on n'aurait pas sous d'autres contrées. Ça m'aide encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors il peut y avoir des saisons où il y a des gros orages par exemple qui nous forcent à faire de gros évitements sur la route, voire à décaler certains vols ou bien à changer en cours de route de destination parce qu'un orage par exemple s'est déclaré sur un aéroport et qu'on ne peut pas faire autrement. Ça me permet là par exemple maintenant de l'appréhender d'une certaine façon et de pouvoir apporter mon expérience là-dessus lorsqu'on en discute avec un commandant de bord lors d'un vol par exemple. Au total, Lydie est restée 5 ans en Côte d'Ivoire. C'est sa plus grande expatriation. Et finalement, je trouve amusant que la durée de celle-ci, qu'elle a pleinement réalisée seule, équivaut à la somme de celle qu'elle a réalisée en famille. Un joli symbole de l'expatriation en famille qui l'aurait préparée à la suite en fait. Mais pourquoi s'arrêter après 5 ans en Côte d'Ivoire ? Lydie m'avoue en fait que la seule chose qui pouvait la faire revenir en métropole, c'était un recrutement qu'elle espérait et attendait avec impatience dans la compagnie aérienne Air France. C'est Air France qui aurait pu me faire rentrer parce que je vous avoue que du coup j'avais cette soif de découvrir d'autres endroits. Et là, puisque on se dit les choses et que ça c'est bien parce que j'avais jamais fait attention à ces 2 + 3 = 5 en Côte d'Ivoire. Mais tant qu'Air France ne recrutait pas, je pense que si j'avais pu, j'aurais tenté une expatriation ailleurs, par exemple en Amérique du Sud. Et des envies d'ailleurs partiellement comblées par le poste de pilote qu'occupe Lydie aujourd'hui, au sein de la compagnie Air France donc. Lydie me confie qu'il est possible de vivre aux Antilles en tant que pilote de la compagnie, mais que ce type de poste demande un peu plus d'ancienneté, qu'elle n'a pas encore. Mais ce n'est pas la seule option. Pour l'instant, ce n'est pas Air France qui envoie les gens, mais l'avantage avec Air France, c'est qu'on peut être basé où on le souhaite. Tant qu'on réalise nos missions en temps requis et en temps voulu, on
on a tout à fait le droit, contrairement à d'autres entreprises, pas forcément compagnie aérienne, mais d'autres. Je vous parle en tant qu'expat, ayant des amis expats aussi. On a le droit de vivre où on le souhaite. Donc j'ai des collègues qui habitent partout en Europe, il y en a qui habitent en Amérique du Sud, il y en a qui habitent en Afrique. Voilà, tant que les gens s'organisent pour pouvoir réaliser les missions telles qu'on leur demande, ils peuvent habiter où ils veulent. En fait, l'aviation, par le métier de son papa, c'est ce qui a fait voyager Lydie depuis son plus jeune âge, en vacances en Australie ou encore pour vivre en famille à Madagascar ou en Inde. Puis en fait, c'est l'aviation qui a continué d'être le fil rouge de sa vie d'adulte et qui lui fait voir le monde au quotidien. Mais qu'est-ce qu'elle aime tant dans ce métier ? Alors ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis le début, c'est déjà d'être dans le ciel en fait. Rien que d'être dans le ciel, quand je décolle et que je me dis ok d'accord ça y est je suis dans le ciel, on n'est pas à la base censé y être en fait. Et moi juste cette sensation d'être dans le ciel, le plaisir de savoir ça et de ressentir ça à chaque fois que j'y vais ne change pas et ne diminue pas jusqu'à présent. Et je pense pas que ça diminuera un jour. Donc ça commence par là, les vues qu'on peut avoir, les couchers de soleil, les levées de soleil, les lits de nuages qu'on peut voir. Souvent on me demande ce qu'on voit. J'essaye d'expliquer et malheureusement ça se ressort pas très bien en photo, ou alors j'ai pas encore le matériel nécessaire. Faudrait peut-être que j'y pense pour quand j'en parle à mes amis ou aux personnes qui m'en parlent. Mais oui, les vues qu'on peut avoir, cette sensation de ne plus être sur Terre mais ailleurs. Et puis aussi évidemment le fait de pouvoir aller dans des endroits magnifiques, rencontrer et découvrir de nouvelles personnes. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, ne serait-ce que en Europe ou alors quand je fais des vols en France et que je vais dans le sud, par exemple, venant de plus au nord. Voilà, on rencontre des gens à l'escale, les gens avec qui on travaille, certains passagers même parfois avec qui on peut discuter. On rencontre des gens extraordinaires au sein de nos équipages aussi. C'est aussi des rencontres parce qu'on travaille ensemble. En effet pendant le vol, mais on se voit avant, on peut se voir aussi après, discuter, et on a tous des histoires à partager, on a tous vécu des choses qui peuvent enrichir l'autre, et c'est ce qui me plaît. Est-ce que vous avez déjà volé avec votre papa du coup ? Alors non, j'ai jamais volé avec lui, j'ai déjà fait des séances de simulateur avec lui. Je l'ai eu à bord de certains vols et j'ai pu le croiser par contre à l'époque où j'étais encore basée à Abidjan, on allait parfois à Bamako et il se trouve que ce jour-là il y allait, donc on s'y est retrouvés. Il avait atterri une demi-heure avant moi et j'avais pu courir à son avion pour le voir. On a pris quelques photos, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais faire un vol où on est tous les deux en fonction, non, j'ai pas pu. Et Lydie est aussi une pilote très engagée. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a énormément plu et qui m'a donné envie de lui parler lorsque j'ai pris connaissance de son histoire. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est en fait l'impact de son expatriation sur son engagement au quotidien. Alors l'expatriation a fait que j'ai pu voir et vivre les difficultés que différents peuples peuvent vivre. Pas forcément si loin de nous, quand je dis nous, je veux dire en France, et dont on n'a pas conscience lorsqu'on est dans notre confort et dans notre petite vie, même si on voit certaines choses à la télé, c'est toujours différent et ça se ressent différemment quand on le voit et qu'on le vit. Depuis que je suis petite, j'ai toujours vu mes parents se rendre disponibles et surtout s'impliquer dans ce genre de causes-là. Déjà quand on était en France, ils n'ont pas attendu d'être à l'étranger pour s'investir, pour s'impliquer pour des causes sociales, pour aider les gens, en particulier les enfants, les personnes en grande difficulté. En France déjà, mon père par exemple était parrain de plusieurs enfants en Asie et en Afrique, et donc son parrainage contribuait à leur accès à la scolarité en particulier, à la nourriture aussi. Ici en France, mes parents s'impliquaient aussi dans des maternités, des orphelinats, des associations qui œuvrent à l'intégration par exemple des femmes seules, et une fois qu'on a déménagé la première fois, ça n'a pas changé.
Très souvent, on avait un petit peu grandi, donc avec mes sœurs, on pouvait accompagner ma mère dans les différents orphelinats où elle donnait du temps pour être avec les enfants qui ont besoin de cette présence adulte et maternelle en particulier dans ce cas-là. En Inde, ça a continué aussi, donc j'ai toujours vu mes parents s'investir et ils nous le montraient, ils nous amenaient avec eux. Quand j'ai pu le faire aussi de manière beaucoup plus active, je l'ai fait. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai intégré en tant que bénévole l'association Aviation sans frontières. Donc Aviation sans frontières, c'est une association à différentes missions et qui œuvre à l'insertion sociale et surtout au bien-être ou au meilleur être, comme on pourrait dire, de certaines populations démunies et défavorisées. Et pour l'aider à réaliser ces missions, Air France, la compagnie, a établi un partenariat où on a la possibilité d'accompagner facilement des enfants malades et des réfugiés. Pour les enfants malades, ils sont pris en charge par des associations qui sont basées en Europe, souvent en France, avec Aviation sans frontières. Ces associations-là prennent en charge leur venue en France ou ailleurs, là où ils doivent se faire soigner. C'est souvent des opérations assez lourdes. La plupart, je dirais presque 90% des enfants ont des pathologies cardiaques et les pays dans lesquels ils vivent n'ont pas les moyens de les opérer, soit par manque financier, soit par manque de matériel. Et évidemment, les familles entières ne peuvent pas les accompagner, même pas un parent. Et donc, des personnes qui ont la possibilité de voyager, comme moi ou comme d'autres collègues, vont les chercher, les récupérer auprès de leur famille. Donc, ils sont déjà rassurés de les voir partir pas tout seuls, peu importe leur âge. Ils sont toujours accompagnés. On les amène à bon port. Là, ils sont pris en charge par des familles d'accueil qui vont s'occuper d'eux et les traiter comme leur enfant pendant plusieurs mois parfois. Et ensuite, un nouveau bénévole, parfois le même, parfois non, raccompagne l'enfant guéri. Il y a aussi la mission réfugiés où là aussi Air France nous aide beaucoup pour aider à aller chercher ces personnes et ensuite les accompagner, même si c'est pas forcément sur Air France ou des compagnies partenaires, les accompagner dans leur nouveau pays d'accueil. Il y a aussi d'autres missions, on parlait tout à l'heure de Madagascar, il y a la mission lait, c'est-à-dire que Aviation sans frontières contribue à donner au moins un verre de lait par jour à des milliers d'enfants chaque jour à Madagascar. Et aussi en France, parce que là on parle de l'étranger, il y a aussi la mission colis humanitaire, où là en tant que bénévole on participe à la récolte, à la collecte, au tri de matériel médical ou de médicaments qu'on conditionne et qu'on envoie grâce à Air France justement dans les différentes escales où Air France va et où Aviation sans frontières a des correspondants qui peuvent ensuite distribuer ces colis et médicaments à des maternités, à des orphelinats, à des hôpitaux, à des dispensaires qui en manquent cruellement. Donc en fait, votre implication sur ces différents projets, c'est pas, tous les guillemets qu'il faut, juste de piloter l'avion. Je veux dire, vous êtes sur plein de niveaux en fait dans ces projets, dans ces missions. Oui, c'est une implication plutôt en tant qu'individu et non que pilote parce que je ne suis pas pilote, j'y vais en tant que bénévole. C'est-à-dire qu'on est sur les vols, mais je ne pilote pas à ces occasions-là. Il y a aussi une mission pilote, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes Aviation sans frontières, qui sont basés, actuellement on a 2 bases à Bangui en République centrafricaine et à Bunia en RDC. Et là-bas, il y a des pilotes, des avions d'Aviation sans frontières qui réalisent des missions de transport de personnel médical dans les endroits reculés, qui amènent justement certains colis humanitaires, de l'aide humanitaire ou bien des blessés. Mais moi, pour l'instant, jamais je n'ai de mission où je suis pilote en fonction. Lydie a également été sollicitée, comme beaucoup de ses collègues pilotes, sur les vols de rapatriement des Français de l'étranger vers la France au tout début de la pandémie, en mars-avril 2020. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà pris un vol dans lequel Lydie était aux commandes. Pendant la crise et surtout pendant la fermeture des frontières et pendant les difficultés de circulation, pour nous pilotes Air France, ça a été une grande mission à chaque fois de pouvoir contribuer au rapatriement justement des
des Français ou des résidents français en France. C'était dans des conditions spéciales avec forcément toute l'ambiance qui va avec. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de soulagement. Il y a beaucoup de gens qui restaient très très stressés. Je parle des passagers à bord tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés en France. Mais Air France a fait tous les efforts pour permettre leur retour dans les meilleures conditions possibles. Les équipages et en particulier les personnels de cabine ont usé de toute leur capacité d'accueil qu'on leur connaît pour rassurer les gens et pour leur faire savoir qu'on était là pour eux tant qu'on pouvait, évidemment. Maintenant, en tant que pilote, ça a été transparent de nos missions parce qu'on fait toujours les choses pour que les passagers soient transportés en sécurité du point de départ à l'arrivée. Mais là, il y avait une dimension encore plus forte, sachant qu'on apprenait que certaines personnes en étaient à leur 5e ou 6e vol pour pouvoir retrouver la France et que c'était des conditions émotionnelles différentes et difficiles. Et pour vous aussi, j'imagine parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inconnus au début de cette crise. En effet, pour nous aussi, ça a pu être difficile et pour nous aussi, émotionnellement, ça pouvait avoir un impact plus grand. Pas dans la réalisation de la mission, mais dans notre état d'esprit. On volait pas beaucoup, forcément. Ouais. On volait pas beaucoup, donc on était déjà content de pouvoir voler et aussi content de pouvoir contribuer au retour de certaines personnes qui malheureusement s'étaient retrouvées coincées ailleurs. Et même si je pense que chacun d'entre nous aurait aimé faire plus de vols de rapatriement, on était conscient qu'on avait tous besoin de voler et on a pu en faire, je pense, chacun au moins un. Mais en ça a été bien de la part d'Air France. Lydie, vous êtes partie adolescente. J'ai l'impression que, oui, vous êtes revenue pour travailler avec Air France, mais vous n'êtes jamais complètement revenue à 300% puisque vous continuez de voyager, de découvrir le monde. Partir à l'adolescence, ça peut présenter des défis encore supplémentaires par rapport à de jeunes enfants qui sont peut-être plus adaptables, qui suivent peut-être les parents de manière presque, je ne peux pas dire docile, mais en tout cas plus facile. Est-ce que vous avez des conseils Est-ce que, je ne sais pas, il y a un conseil que vous pourriez partager avec des familles qui s'apprêtent à partir à l'étranger avec des ados ou à des ados justement qui pourraient angoisser à l'idée d'un départ prochain? Alors, à des parents, ça va être vraiment un conseil en tant qu'enfant, puisque je suis pas encore parent, mais j'ai vu mes parents faire et en tout cas pour moi ça a marché. Je leur conseillerais de parler à leurs enfants dès que possible, sans forcément rentrer dans tous les détails s'ils ne le souhaitent pas, mais pouvoir préparer, comme on disait, un peu mentalement les enfants à la possibilité peut-être de partir s'établir ailleurs, essayer de voir peut-être un petit peu sonder le terrain, tâter le terrain pour voir si ça leur crée pas une trop grande émotion de devoir partir, et ensuite de là parler des choses dans le temps plutôt que de les mettre devant le fait accompli, et encore plus des adolescents parce que comme vous le dites c'est une phase assez critique de la vie et ça pourrait, selon les personnalités, selon les expériences, selon les vécus, être mal pris. Donc moi ce serait ça, en discuter le plus tôt possible et sans mensonges, sans choses cachées, je pense. Et à des adolescents, si je pouvais leur parler, je leur dirais que on a peur de quitter ce qu'on connaît, mais on se rend pas compte de ce qu'on pourrait aller découvrir et vivre, et que toute aventure est belle à vivre et apporte quelque chose et enrichit. Voilà, c'est ce que je dirais en fait. Tout au long de cette saison 3 de French Expat, qui approche de la fin, nous nous sommes régulièrement interrogés sur l'identité des expatriés et notamment des enfants qui se construisent au regard d'une culture française, qu'ils héritent, qu'ils connaissent plus ou moins, et d'une culture locale, celle où ils vivent. D'au moins une, en tout cas. On l'a entendu à plusieurs reprises. Sur le long terme, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Est-ce que ça a toujours été clair pour Lydie ? Pour moi, qui j'étais a toujours été clair.
Même si ça a changé, évidemment, ça change, ça évolue au fur et à mesure de ce qu'on vit, au fur et à mesure de ce qu'on est et ce qu'on devient. Déjà, avant de partir en première expatriation, j'avais cette identité multiple dans le sens où je suis née, j'ai grandi en France, je suis française, mais je suis, comme je vous l'ai dit, aussi d'autres origines. Et je devais déjà vivre avec ces différentes identités, avec ces différentes origines et ces différents mondes dans lesquels je vivais, parce que forcément la famille qui est en France, on vit les mêmes choses, mais ailleurs, au Sénégal ou au Bénin ou ailleurs d'ailleurs, parce que je me rends compte que j'ai une famille qui s'expatrie facilement. Déjà, je devais vivre avec ça, mais je pense que dans la construction d'un enfant et d'un adolescent, les parents jouent beaucoup. Ils jouent beaucoup dans ce qui font connaître de l'identité de l'enfant à cet enfant-là. Leur faire découvrir d'où ils sont, je pense que c'est très important quand il y a la possibilité, évidemment. Et ensuite, au cours de la vie, je pense que mon identité s'est construite avec ce que j'ai pu vivre, mais aussi ce que j'ai pu voir des autres. On se construit avec les autres, je pense, et en ayant vu, si je puis dire, beaucoup d'autres, entre guillemets, compte tenu des différents pays où j'ai été, des différentes personnes que j'ai rencontrées dans chaque pays. On parlait tout à l'heure de tolérance et d'adaptation. Notre personnalité s'adapte et se forge aussi par rapport à ça. Et aussi en ayant vu mes parents justement à aucun moment mal vivre leur expatriation, même si forcément il y a son lot de bonnes aventures et de mésaventures et que la vie n'est pas toute rose partout où on est dans le monde. Ils ont toujours été très 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 portés sur le fait de s'intégrer et de vivre la vie telle qu'on la vit dans ce pays-là. On n'a jamais été simplement entre expats. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup changé les choses. Donc découvrir une identité et se la construire et se l'approprier et l'assumer, c'est vrai que ça peut être très difficile pour des enfants et en particulier des adolescents. Mais je pense que les comportements vis-à-vis d'eux et aussi vis-à-vis de la société des parents comptent beaucoup. Maintenant, c'est un âge où on se pose beaucoup de questions. L'ouverture à l'autre et la parole est très très importante. C'est fou parce qu'on en parlait encore ce matin d'un épisode de quelque chose qui s'est passé quand j'étais jeune avec mon père, et il m'a dit mais si tu me l'avais dit, si j'avais su, peut-être que ça avait changé. Et en tant qu'adolescent, on aime garder les choses pour nous en pensant que ça va passer ou qu'on va gérer, mais nos parents souvent, ou même si c'est pas les parents, d'autres adultes en quels on peut avoir confiance, sont passés par là, ont pu vivre des choses et peuvent nous conseiller. Je conseillerais de parler, quoi qu'il arrive, à ses parents ou à quelqu'un d'autre. Si vous aviez des enfants, je ne sais pas si vous envisagez d'avoir des enfants un jour, et j'espère que je ne suis pas intrusive avec ma question, mais est-ce que vous souhaiteriez en fait à vos enfants d'aller découvrir le monde, en fait, de sillonner la planète comme vous avez eu l'opportunité de le faire étant enfant et même adulte ? Alors j'aimerais bien avoir des enfants, et si j'en ai, j'aimerais en effet qu'ils découvrent le monde en voyageant. Quand je dis en voyageant, beaucoup de gens pensent que c'est voyager, prendre l'avion et aller aux quatre coins du monde, mais on peut voyager de chez soi. On peut voyager grâce aux personnes qu'on connaît. On parlait tout à l'heure de l'Inde. Quand j'étais encore à Madagascar, ils me faisaient déjà voyager en me racontant leur vie, leur famille là-bas, en s'instruisant, en étant ouvert au monde, en étant ouvert aux gens, en parlant. Mais oui, j'aimerais bien montrer les peuples et les cultures et ne serait-ce que la nature différente à mes enfants plus tard. Parce que je pense que, comme je vous disais, ça change et ça forme la personnalité, ça aide à la tolérance, parce que la tolérance, c'est un principe que beaucoup de gens prônent mais sans l'appliquer. Et le fait de le voir et d'être obligé naturellement de l'être dès un jeune âge contribuera, je pense, à beaucoup de choses dans le futur et dans leur futur. Et pour finir, qu'est-ce que l'avenir réserve à Lydie ? Et où est-ce que vous pouvez la trouver ? Voici quelques pistes. Pour l'instant, en tant que pilote, je suis sur Moyen Courrier en ce moment. Donc je fais des vols au départ de la France, en France, en Europe et au Maghreb, parfois au Moyen-Orient. J'aimerais, si possible, faire des vols long courrier
Donc allez, pourquoi pas à Boston ou bien ailleurs, vous retrouver. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les vols en tant que passagère, en tant que bénévole Aviation Sans Frontières ou autre. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Si un jour je décide de m'établir ailleurs, je vous tiendrai au courant. On pourra se parler de là. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au futur, il y a une chose que j'ai apprise en Inde, c'est qu'on dit souvent everything happens for a reason. Tout arrive pour une raison, mais en Inde, il y a un dicton qui dit everything happens for good. C'est-à-dire que c'est pas juste pour une raison, il y a toujours une bonne raison pour laquelle quelque chose s'est passé. Et c'est ce qui fait que quoi qu'il arrive dans le futur, bien ou pas bien sur le moment, je sais que à un moment, ça ira et on saura pourquoi ça s'est passé. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien que vos auditeurs retiennent, parce qu'on s'en rend pas compte, surtout dans une période comme celle qu'on vit ou qu'on a vécue et qu'on continue à vivre pour certains, que de meilleurs jours viendront. De meilleurs jours sont à venir. Eh ben, c'est tout ce que je nous souhaite. C'est la fin de cet épisode. Je tiens à adresser un immense merci à Lydie pour ce chouette moment passé ensemble. Et puis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les fondations et les associations que soutient Lydie, je vous mets les liens de celles-ci dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez discuter de l'histoire de vie de Lydie, débriefer cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, on est un peu partout. La semaine prochaine, je ne sais pas où on part, je vous propose de découvrir ça ensemble. Ça a été compliqué à gérer émotionnellement, de se dire je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, comment je fais pour y aller, quoi. Ouais. J'avais surtout peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi, que ce soit la fin. Forcément, c'est un peu ce qu'on pense depuis. Donc ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France, mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça. Donc j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.